Vous avez déjà entendu parler du Festival de Montreux, ce festival d'humour incontournable. Vous voyez des vidéos sur les réseaux depuis plus de 30 ans. Même quand les réseaux n'existaient pas, on voyait déjà des vidéos sur les réseaux. Ce festival d'humour incroyable a été créé par Grégoire Fureur, qui est toujours à la tête du festival et qu'on reçoit aujourd'hui. Grégoire Fureur, tu n'es pas humoriste, tu n'es pas auteur pour les humoristes, et pourtant dans le milieu de l'humour, nous on te connaît tous, parce que tu es le créateur du plus gros festival d'humour francophone. Est-ce que c'est correct si je dis ça? Ouais, tu peux dire ça. C'est juste. Ouais. C'est dur hein, de recevoir des trucs parce que tu es là, oui, bah oui, j'ai fait ça, hein, je suis désolé. Ce festival, tu l'as monté il y a un peu plus de 30 ans. C'est quoi ton rapport au tout début vis-à-vis de l'humour? Est-ce que toi, tu as voulu être humoriste, par exemple? Non, j'ai pas voulu être humoriste, Okay. mais ce qui est vrai, c'est que j'avais des copains qui voulaient faire une carrière d'humoriste, qui étaient donc des copains d'études. Ok. Et à l'époque, c'était très compliqué de faire une carrière d'humoriste, surtout que moi, j'étais en Suisse, donc en fait, il fallait monter à Paris. Ah oui, il faut mettre ce plot-là aussi, ouais, c'est ouais. en Suisse. Je pense que il fallait monter à Paris, donc déjà, il y avait très peu d'humoristes. De jeunes talents qui montaient à Paris, c'était difficile à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, puis c'était encore plus dur quand tu étais suisse. Donc moi j'ai eu l'idée, je leur ai dit, on va monter un festival et je vais moi aller vous chercher les producteurs qui comptent à Paris et je vais vous les ramener dans la salle. En les invitant au festival. Et comme prétexte, c'était venez à un festival d'humour au bord du lac, à Montreux, qui est une chouette ville, super bien accueillie, et venez voir le meilleur de la relève. En fait, c'était ça l'idée de départ. Drôle. Est-ce que Montreux, en tant que ville, était aussi populaire qu'aujourd'hui? Est-ce que le Montreux Comedy Festival a repopularisé pour on va dire les francophones, quoi, tu vois, pour les Français, la ville de Montreux? Alors pour les francophones, oui, c'est vrai que pour tout ce qui est francophone, la nouvelle génération, etc., Montreux Comédie a fait connaître Montreux, mais Montreux est une ville qui a eu énormément d'artistes qui sont passés par Montreux. Okay. Il y a un gros festival de jazz, festival de musique, ouais. Festival de musique, mais avant même le festival de musique, très longtemps en arrière, il y avait Sissi l'impératrice donnait des balles. C'est pas vrai. À Montreux, ouais. C'est une station qui a été construite par les Anglais parce qu'ils construisaient la ligne du Simplon, travaillaient entre Londres et Venise, et donc les Anglais ont construit les grands hôtels à Montreux, et c'est eux-mêmes qui ont découvert cette station en fait, qui se trouve en fait au bord du lac, mais aussi très proche de la montagne. On a même eu à Montreux, c'est quand même rigolo de le savoir, je crois que le premier championnat du monde de bob a eu lieu à Montreux. La culture, quoi, tu vois. Et donc non, mais c'est vrai qu'il y a eu Jean-Jacques Rousseau a vécu à Montreux, Okay. Il y a eu Georges Stravinsky, il y a eu Queen, quand même. Ouais. Moi j'ai grandi, je croisais sur les quais de Montreux Freddie Mercury. C'est fou. Il y avait David Bowie qui a vécu à Montreux. Toi, t'es de Montreux même? Alors moi, je suis de Montreux. Ouais. En fait, je suis pas né à Montreux, mais mes parents sont venus quand j'avais 4 ans. Okay, ma maman est originaire de Montreux. Ok. Donc, je suis un Montreusien. Donc toi, tu montes un festival à Montreux, tu veux inviter des gens. Comment tu... Je vais partir dans toutes les directions, mais comment tu réfléchis ta première économie pour la première édition, par exemple? Moi, j'y connaissais rien. Bah ouais, c'est bien ça le truc. Donc, j'ai jamais réfléchi à une économie. En fait, je suis parti d'un instinct. Alors, premier instinct, j'avais pas de petite salle non plus. Ouais, donc, bah oui, non, mais c'est la même pas chose. Pas de comédie club, voilà. Donc, il y avait une salle que j'avais louée, que je pouvais louer. Donc, j'ai loué une salle de 1000 places, qui était une sorte de salle des fêtes, okay. mais où il y a eu des choses incroyables qui sont passées dans l'histoire de Montreux. Et j'ai dit, je vais mettre des jeunes talents que personne connaît en fait dans cette salle. Donc tout le monde, les quelques personnes qui connaissaient ce métier m'ont dit, mais t'es fou, en fait, ça marchera jamais. Sauf que moi, je me suis dit, j'ai pas d'argent. Donc je me suis dit, le seul moyen que j'ai, c'est de vendre des billets en fait. Ouais. Donc ok, personne va les acheter, mais moi je vais aller les vendre. Et donc j'ai fait la tournée des commerçants à Montreux, des potes, j'allais au porte-à-porte en fait. J'allais les vendre aux commerçants, donc je disais, est-ce que vous voulez m'acheter 10 billets, 15 billets, 20 billets? Et les gens les prenaient en fait à l'époque, ils disaient ça cool. Ah, il y a un festival sympa, ouais, je vais donner 20 billets à mes clients, etc. Donc du coup, quand le festival a eu lieu, alors que tous les gens qui étaient un peu sensés dans l'industrie se disaient, le pauvre, il va se planter. Tout d'un coup, il y a une espèce de magie qui s'est opérée, que il y a une chose aussi, il faut que je dise, parce que c'est important, c'est que la salle, j'avais pas vraiment les moyens de la louer. Et donc j'aime bien comment tu le nuances. Pas vraiment, non, pas du tout. De la louer. Donc en fait, le loueur, qui est un hôtel, c'était un grand hôtel, qui m'avait dit, si tu la prends mardi, mercredi, jeudi, je te fais un prix, quoi, ou je te l'offre même. Parce que de toute façon, mardi, mercredi, jeudi à Montreux, au mois de janvier, si tu veux, c'est pas la foule, quoi. Donc en fait, j'avais fait ce qu'il faut, j'ai fait tout faux en fait. J'ai pris une salle trop grande, les mauvais jours, le mauvais mois, tu vois, tout. Mais comme j'avais vendu mes billets, les gens sont venus. Et donc tous les sceptiques se sont dit, attends, il se passe un truc. Alors, j'ai noté des noms.
Grâce à toi, on connaît entre autres grâce à toi, ça marche dans les deux sens, Paul Mirabel, mais aussi Jérémy Ferrari, Blanche Gardin. Est-ce que dénicheur de talent, c'est une définition avec laquelle tu es d'accord? Ah, tout à fait. Mais j'adore ça. C'est ce qui me motive le plus. Tu vois, aujourd'hui, ça fait 35 ans que je fais le festival. Ouais. Vraiment, ce qui m'amuse, c'est d'aller découvrir des talents. Par exemple, là, je vais beaucoup en Afrique où on organise des sélections de talents. Tu l'as développé là-bas maintenant. Exactement. Ouais. Donc, on est en Algérie, on est en Afrique, on va au Congo chercher des talents. Enfin, moi, je trouve ça toujours génial de découvrir des gens. Après, je pense que ce que j'ai voulu faire, parce que c'était un peu l'idée à l'époque, c'était de faire connaître mes potes. Hein, donc, ce que j'ai voulu, c'était aider à révéler, accélérer les carrières. Je pense que les talents, on cite souvent Blanche Gardin, Paul Mirabel, Jérémy Ferrari, sont des gens qui seraient sortis quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont un talent incroyable, ils ont du charisme, ils ont tout pour réussir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans leur carrière, je pense à l'exemple d'une Blanche Gardin, sans vouloir trahir de secret, elle n'était pas trop programmée en télé à l'époque, parce que voilà, ils trouvaient son humour trop cru. Moi, beaucoup de gens de télé me disaient ouais, mais c'est quand même vulgaire. Alors que moi, je trouve que Blanche Gardin, il n'y a rien de vulgaire dans Blanche Gardin. J'adore Blanche Gardin. Et le fait de l'avoir mis sur mes émissions, sur mes shows, sur mes vidéos YouTube, etc., on fait que plein de gens l'ont adoré et ça l'a aidé en fait. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis un passeur je suis un accélérateur et Montreux est un label aussi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de programmateurs qui peuvent hésiter à prendre tel ou tel artiste en province ou festival ou autre, qui disent il a fait Montreux, c'est que c'est bien. Une espèce de confiance déportée. Moi, je l'ai vécu aussi, ça, où le programmateur sait que tu as fait Montreux. Il n'a pas vu ton passage à Montreux, mais il se dit s'il a fait Montreux, c'est que c'est OK, quoi. Exactement. Moi, je suis bluffé sur l'année à laquelle le Montreux Comedy Festival a commencé à exploiter ses vidéos sur Internet. C'est pas récent. C'est 2005, je crois, les premières vidéos sur Dailymotion, c'est ça? Exactement. Moi, une des grandes angoisses dans ma vie, c'est d'être ringard. Ok. Tu vois, je dis, j'aurais horreur de ça. Je vais l'être en dehors de ton époque. Je vais l'être un jour, forcément. On va tous l'être un jour. J'espère qu'un jour, j'arriverai à guérir ça en moi et que j'accepterai d'être un vieux con. Mais pour moi, en 2003, 2004, dans ces années-là, ça fait 15 ans que je fais le festival. Et ça fait 15 ans que je fais de la télé, plus ou moins. Je sais pas pourquoi, tu vois, à un moment donné, j'ai le sentiment qu'il se passe un truc dans le monde et que moi, je vais peut-être passer à côté. Donc, je vais voir des expositions, des conférences tech, je vais faire TED, je vais faire ce genre de choses, Lift à Genève, enfin, je vais voir des gens qui m'inspirent, en fait, mais qui parlent pas d'humour, en fait. Oui, bien sûr. Des gens qui... Tu te connectes à ton époque, tu vois un peu ce qui se passe. Je vais voir des gens, à l'époque, on parlait de MySpace, j'essayais de comprendre comment ça pouvait changer. Il y avait Second Life. Ouais. Tu vois, trucs, c'était Canal, ça, qui produisait Second Life. Donc je vais voir tout ça et je me dis comment ça va m'impacter. Et je sais que ça va m'impacter, mais je ne sais pas comment. Et il y a un truc, une révélation, quand quelqu'un me dit dans une de ses conférences, regarde, c'est génial, tu mets tes vidéos directement, tu les plugs, tu les installes et puis tu verras bien... les gens vont les voir, quoi. Et, ok, donc ça veut dire, et je lui dis comme ça, ça veut dire que si moi j'aime un humoriste, et il n'y a personne qui va me dire de le publier ou pas. C'est Monsieur Dailymotion ou Monsieur YouTube, il va pas m'appeler pour me dire je veux pas d'humoriste suisse, ou je veux pas ou machin, il est trop cru, ou elle est trop vulgaire, ou lui c'est un magicien. Tu vois, moi, il dit non, il n'y a pas de Monsieur YouTube, il n'y a pas de Monsieur Dailymotion. C'est ta liberté à toi. C'est ta liberté, tu fais ce que tu veux. Et ça marche, c'est pour toi, ça marche pas, c'est aussi pour toi, quoi. Et moi, je ressens à ce moment-là cet espace de liberté gigantesque de dire, en fait, mon rêve d'aller découvrir un jeune artiste, de l'amener et de le faire connaître aujourd'hui au public, je devais passer par le filtre de la télévision. Donc, je devais convaincre d'abord le patron de la télévision ok, tu verras, ce gars, il est drôle. Et 9 fois sur 10, il me disait, il n'est pas connu, on s'en fout d'avoir des Québécois en France, on veut surtout pas trop de Français en Suisse. Enfin, puis j'étais là, voyons donc, ils sont drôles, ils sont pas drôles. Tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui m'embête avec des problèmes de quotas, de trop de Français en Suisse, pas assez, machin, enfin bref. J'adore la télé, puis je les remercie parce qu'ils m'ont aidé à être qui je suis, mais c'est vrai que cette liberté, j'en avais besoin. Et là, on m'offre la liberté. Donc je dis à mes équipes, à partir de maintenant, on publie absolument tout sur les réseaux sociaux et on verra bien. Et à un moment donné, je me souviens, alors ça devait être en 2014 ou dans ces eaux-là à peu près, où à un moment donné, c'est devenu un terrible enjeu où les chaînes nous disaient mais attendez, on peut plus vous laisser exploiter les droits. Et puis là, en fait, c'est les artistes qui nous ont fait gagner. Parce que les artistes disaient non mais attends, moi ce que je veux c'est rester sur ta chaîne YouTube. C'est ça. Parce que ce qui remplit ma salle à Montpellier, à Bordeaux, à Toulouse, c'est YouTube. C'est pas ta diffusion télé. Donc là, on a dit aux chaînes, écoutez, si on ferme notre chaîne YouTube, il y a plein d'artistes qu'on n'aura plus.
Donc ils ont fait, bon, allez, c'est bon. Et là, il y a encore le cas récemment. L'année dernière, tu m'as donné l'opportunité d'avoir mon propre gala à Montreux, au festival. C'était génial, d'ailleurs. Merci. Et j'avais programmé plein de gens, dont entre autres les décaféinés. Ouais. Je leur ai demandé un des sketchs de leur spectacle parce que je l'adore. Ils hésitaient entre deux. Ils ont dit OK pour celui-là. Je voulais publier donc sur vos réseaux. La vidéo, elle fait un carton et ils ont eu leur fréquentation de salle en tournée qui a fait... Il y a une corrélation, enfin là il y a une causalité, voilà, c'est pas une corrélation quoi, c'est le nombre de découvertes fait vendre des billets quand c'est un sketch de Montreux publié sur les réseaux de Montreux, c'est hyper intéressant. Tu me permettras de faire une petite dédicace à mon fils Thomas, parce qu'il t'adore et il regarde toujours ta vidéo, puis c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ensemble, puis je veux dire, on parlait des décaféinés justement l'autre jour, et tu vois, c'est vraiment le bon exemple et ça me fait énormément plaisir, parce que on est en ce moment dans le monde du stand-up à fond, que j'adore aussi, hein, c'est génial. Mais tu vois, les décaféinés, c'est des gens, tu te dis, voilà, c'est pas du stand-up, c'est pas dans l'air du temps. C'est vrai tu les amènes dans une soirée stand-up, ils sont un peu comme un cheval sur la soupe, mais toi, tu les as pris parce que tu les aimes bien. Et ces gars-là ont fait un carton à Montreux qui est phénoménal. C'est-à-dire que moi, je te dis, on me parle des décaféinés à Montreux. C'est génial. C'est fou, quoi. Et moi, c'est pour ça ils sont incroyables. C'est pour ça que je voulais en plus ce sketch, parce que c'était tellement pas ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment que c'était sûr que ça ferait une respiration. On les avait mis au milieu du gala. Ouais. Et moi, je connaissais le sketch, je repleurais de rire. Mais tu vois, moi, je l'ai vu en répétition, on a joué 2 fois. Je l'ai revu sur YouTube. Il est extraordinaire, ce sketch. Il est cultissime, en fait. Et c'est ça qui est bien aussi, toute la pluralité que tu as donnée dès le départ. Tu vois, on revient sur le côté dénicheur de talent. On pourrait penser que dénicheur de talent, c'est je vais cibler les stars de demain, tu vois. Mais il y a un vrai côté, je laisse la chance à tous ceux qui sont bons. Et après, le public, il se connectera à eux ou pas en fonction aussi, tu vois. Il y a ça. Complètement, mais il faut toujours se dire que le public est plus intelligent que nous. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Hein, et je trouve que c'est vraiment une leçon. Tu vois, par exemple, nous, on a une chance incroyable à montrer aujourd'hui, c'est qu'on vend 80%, 90% de nos billets à l'aveugle. Ok. Donc, oui, même quand tu as ouvert mon gala, on n'avait pas de programmation, on n'avait rien. Pas de programmation, c'est même pas que c'était ton gala d'ailleurs. Ouais, au tout départ. Et donc, on ouvre et les gens nous font confiance. Ce qui est marrant, c'est que des fois, je croise des gens, tu vois, que je connais ou que je connais pas, ou qui me connaissent, qui me disent on a acheté des billets pour Montreux. Je dis, vous venez quand? On vient le jeudi. Je dis, vous voulez savoir qui y aura? Non. Tu sais, c'est bien. C'est une espèce de truc, c'est surtout pas. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vraiment 90% des retours qu'on a, mais vraiment, c'est les gens disent, waouh, merci, vous nous avez fait découvrir des gens. C'est super passionnant. Et c'est quoi, toi, c'est quoi ta vision sur le milieu de l'humour aujourd'hui? Il y a une belle continuité, c'est plus dur qu'avant, c'est mieux qu'avant, c'est une grande question. Non, alors, moi, je pense que d'abord, je pense que c'est mieux qu'avant. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, l'humour, c'est les années d'or de l'humour. Ok. Je pense qu'on a enfin, les gens comprennent un peu l'importance de l'humour. C'est important de rire aujourd'hui. Alors, on est dans une société qui est malheureusement qui est difficile, ce qui fait aussi qu'il y a besoin d'un contrepoids avec l'humour. Aujourd'hui, un artiste, il peut complètement prendre sa carrière en main, en fait. Ouais. C'est ce qui est génial. À l'époque, il avait besoin d'un producteur, il avait besoin de convaincre un directeur de théâtre, il avait même besoin de faire un spectacle. Ouais. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, tu n'étais pas programmé au point virgule si tu n'avais pas 1 heure de spectacle. Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, tu peux avoir un 7 minutes incroyable et être joué 10 fois par semaine dans les comedy clubs. C'est vrai. Tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve que, évidemment, les choses changent. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais jamais une situation qui est parfaite, heureusement, sinon ça serait figé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui gagnent très bien leur vie en faisant un 7 minutes dans les comedy clubs. Maintenant, après, est-ce que passer de ce 7 minutes-là à un spectacle complet, c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'humoristes sur le marché que il faut arriver vraiment à trouver un angle un peu différenciant. Il y a par contre, alors ça nécessite un travail de presque 7 jours sur 7, parce que le nombre d'artistes aujourd'hui qui gèrent leurs réseaux sociaux, et c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de gens me disent aussi, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, puis tu peux pas t'arrêter. Ouais. Tu peux pas te dire, cette semaine, je fais rien. Ouais. Tu vois, donc, ils doivent apprendre à gérer tout ça. Et je pense que, comme toujours, il y en a qui vont savoir comment naviguer là-dedans, et d'autres moins. Et ça va aussi, un tri naturel. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est plus agréable d'être humoriste, à mon sens, d'être humoriste cette année, puis de se dire, j'ai mon destin en main. Ouais. Et puis je peux faire ce que je veux et je peux monter ma petite start-up et puis finalement je dépends de personne, qui a 15-20 ans en arrière où il fallait, tu avais intérêt à trouver un producteur, tu vois, et si tu ne trouvais pas, tu galérais longtemps, quoi.
C'est marrant parce que dans cette interview, c'était toi que je voulais interviewer le plus. Et puis en fait, on peut pas te délier en fait du milieu de l'humour et du festival parce qu'on a l'impression que je fais une interview du directeur de festival, mais parce que c'est trop enchevêtré, quoi, tu vois. Mais du coup, je veux bien ton sentiment personnel sur, si tu veux bien me le donner, bien sûr, sur tout le côté, est-ce qu'on peut encore rire de tout? Je vais pas te poser ce poncif là, mais tu vois, il y a eu la polémique avec Guillaume Meurice là très récemment, etc. Est-ce que tu penses que il y a une certaine forme de censure chez les artistes ou même chez les programmateurs de festivals? Tu vois, comment on gère ça aujourd'hui? On a l'impression qu'on est OK, qu'on peut parler de tout, et en même temps, on voit bien que plus ça va, plus il faut faire gaffe. Sauf pour 2-3 noms qui ont réussi à percer ça et qui peuvent vraiment aller dans tous les domaines. On sait que c'est OK. Comment, c'est quoi ton regard là-dessus? Moi, je pense que d'une manière générale, faut rappeler qu'on peut rire de tout. Oui, on peut pas rire de tout. On est dans un pays de liberté d'expression. Ouais, voilà. Après, c'est sûr que la société est devenue beaucoup plus sensible. Il faut le faire toujours avec intelligence et sincérité. Je pense que c'est une des règles. L'intelligence et la sincérité, ça marchera toujours. Ouais. Après, il faut faire super attention aussi aux surinterprétations. Je pense qu'il faut toujours distinguer l'intention de l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humorisme, et je pense notamment dans les caricatures aussi parfois, tu vois, où tu as vraiment une intention de faire rire. Voilà. Bon, après, il peut que tu fasses rire, mais que malheureusement, tu tombes en face de toi sur la personne qui, pour des raisons personnelles, a été blessée et qui va faire une interprétation de ce que tu as fait d'une manière négative. Mais ce qui ne veut pas dire que ton intention en tant qu'émetteur était de le blesser, tu ne savais pas. Donc je pense qu'il faut aussi mettre un peu de tolérance. Il y a des gens qui sont capables de s'excuser. Ah bah pardon, je suis désolé, je ne savais pas que ça allait vous offenser. Mais il faut laisser cette liberté parce que... Et puis il faut accepter aussi l'idée qu'un artiste, un humoriste, a le droit de rater son métier aussi. Il peut faire un mauvais gag. C'est vrai que c'est de moins en moins pardonné ça aujourd'hui, parce qu'on vit dans une époque où tout reste figé en fait sur Internet. Mais il y a moins le droit à l'erreur. Je rebondis juste sur cette phrase parce que je la trouve d'une pertinence incroyable. J'ai vu encore quelqu'un assez récemment se faire agiter sous le nez quelque chose qu'il avait fait en 2017. Donc il y a plus de 7 ans, quoi. Dans l'époque dans laquelle je viens, et encore plus sûrement toi, si c'est 7 ans en arrière, c'est enterré, c'est oublié, c'était les débuts, c'était pas... T'avais peut-être pas non plus le même raisonnement, la même maturité, et aujourd'hui on peut te ressortir un truc il y a 10 ans en disant non, ce que tu dis aujourd'hui est faux parce que 10 ans en arrière, tu disais ça, mon ami. Non mais c'est horrible. Ça c'est horrible, le droit à l'oubli c'est quelque chose qu'il faut absolument instaurer. Le plus grand danger de tout ça, c'est l'autocensure en fait. C'est ça le plus gros danger, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, attends, si je dis ça, je vais vexer machin, je vais vexer truc, je vais vexer telle communauté. C'est un vrai problème. Mais tu vois, mais par contre, moi, je peux affirmer que je vois encore des gens parler de tous les sujets dans les comédie clubs. Après, il y a aussi une question, c'est aussi important, c'est qu'on est aussi dans un monde évidemment, les réseaux sociaux ont changé la donne. Où, tu vois, moi j'aime bien l'idée de dire, à partir du moment, il y a des humoristes maintenant qui le font très bien, en disant, je parle, en dernière date, c'était Arthus, je vais voir son spectacle, il dit ne filmez pas, ne filmez rien, et tout ce qui va être dit ce soir, c'est ce soir. C'est éphémère et c'est maintenant. Vous avez payé votre place, donc vous êtes consentant, donc maintenant on y va, et puis on passe un bon moment ensemble. Et je pense que c'est ça, donc par exemple, nous, quand... à Montreux, on a des artistes qui sont un peu plus polémistes, etc. On leur dit toujours, quand tu viens à Montreux, dis-toi bien que 80% de la salle, elle n'est pas venue pour toi. Donc maintenant, ces gens-là, ils n'auront peut-être jamais acheté un billet pour toi. Donc si tu les prends en otage et que pendant 8 minutes, tu bastonnes à mort, etc., sans contexte, sans rien, ils vont regarder, ils vont dire, foutez de ma gueule, quoi. Si par contre, tu dis, OK, je vais, sur les 80% qui ne sont pas venus pour moi, je vais peut-être en gagner 5% à ma cause, fais-le avec intelligence, amène-les vers là où tu veux aller, et ça marche. Et beaucoup de gens m'ont dit, alors, on a vu un gars, il nous a dit des trucs, mais si j'avais su dans ma vie que j'allais rire de ça, j'aurais jamais cru, tu vois. Mais c'était drôle. Et donc ça, tu vois, c'est la preuve qu'on peut rire de tout, en fait, aujourd'hui. Mais il faut le faire avec intelligence, et puis il faut le faire de manière... il ne faut pas prendre les gens en otage, en fait, je pense. J'ai une dernière question, parce que je sens qu'on pourrait parler des heures. On a fait le tour depuis les 30 ans jusqu'à aujourd'hui. On a parlé du côté un peu précurseur quand même des vidéos, encore une fois, 2005. Là, tu as lancé la réalité mixte. Raconte-nous. En fait, j'ai assez peu creusé. Comme ça, je suis sûr de découvrir en même temps que ce que tu racontes.
Tu voudrais savoir comment se passera l'humour dans 30 ans? Exactement, je me suis dit, bon, ce gars, quand même, il a pas mal de flair. Du coup, dans 25 ans, c'est ce qui sera à la mode. Alors, c'est plus que la réalité mixte, c'était plus d'essayer de voir comment réussir à avoir deux artistes qui jouent ensemble et qui font quelque chose alors qu'ils ne sont pas dans le même lieu physiquement. Okay. Donc, comment on est capable de dire, finalement, tu as un gars à Lille, tu as un gars à Paris, ils ne peuvent pas être ensemble, mais ils trouvent quelque chose à faire sur une scène virtuelle. Ouais. C'est ça qu'on a essayé de faire avec des technologies comme Microsoft, des technologies de Microsoft et tout ça. Donc, ça marche, on voit que c'est possible. Après, évidemment, il manque toute la partie échange avec le public. Ouais. Ça, c'est quand même fondamental. On n'y est pas encore à niveau-là. Même tout ce qui est métaverse, les petits avatars qui viennent dans ta chambre virtuelle, regarder ton spectacle. Je pense oui, et puis comme tu dis, entendre un rire d'une salle en pareil, retour. Pour avoir des petits smileys ou des petits points levés qui défilent sur ton écran, c'est pas la même sensation pour un artiste. Mais par contre, ce que aujourd'hui, sur quoi je travaille et auquel je crois mais vraiment à fond, c'est la traduction simultanée et c'est l'humour dans toutes les langues. Ok. Je pense qu'on a aujourd'hui la capacité à traduire n'importe quelle langue dans à peu près n'importe quelle langue. Et je pense que l'humour français, francophone de manière générale, a vraiment aujourd'hui un boulevard pour prendre une part de marché. Pardon, c'est peut-être un peu économique ce que je dis là, mais de donner une voix de la francophonie dans le reste du monde. Si tu regardes l'humour mondial de Los Angeles à Séoul, en passant par Dubaï, Paris, Amsterdam et Berlin, c'est l'humour anglophone. C'est l'humour américain. Et l'humour américain, c'est issu d'une culture nord-américaine, et l'humour français, latin, c'est une culture gréco-romaine, historique, latine, etc. Donc on a une autre vision de la société. Et je pense que pour être capable de parler de notre humour et de convaincre des Indiens, des Chinois, des Japonais, des Américains, des Brésiliens, il faut pouvoir à un moment donné traduire notre humour. Et donc je suis convaincu que l'intelligence artificielle, la traduction simultanée, etc., va nous permettre d'y arriver. C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, il y a des technologies, on le voit. Moi, j'ai fait des tests. On a fait des tests avec des IA qui sont capables maintenant de traduire des humoristes dans leur voix. Ouais. Ah oui, bah oui, bien sûr. Leur voix, avec un labial qui est une synchronisation simultanée, labiale. Ouais. Après, je souhaite bon courage à l'IA qui voudra traduire Bounaïmin, qui parle à moitié en verlan, très speed et tout ça. Ça va être quand même très marrant. Non, mais tu vois. Moi, je pense que c'est comme toujours. Tu as des gens que tu traduiras jamais. Mais après, tu vois, il y a... Par exemple, je pense que toi, on peut te traduire. Oui, c'est toi, on peut te traduire dans un humour qui est traduisidonc parce que... Parce que c'est de l'humour situationnel en plus. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des références culturelles spécifiques. Exactement. Donc, il y aura aussi, tu vois, des gens qui vont pouvoir, à un moment donné, utiliser ça. Et puis, je trouve que c'est un terrain de jeu fabuleux. Ouais. Puis, on pense toujours, quand on parle des langues, et ça, c'est aussi un truc que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'on parle toujours des grandes langues. On parle toujours de l'anglais, du français. Sauf que là, on pourrait atteindre beaucoup de niches. Le créole, en Afrique, moi j'adore l'Afrique, il y a des langues vernaculaires comme le Lingala, le Swahili, etc., qui sont des langues qui ont des gens, ils ont quelque chose à dire. Tu n'auras jamais une plateforme Netflix en Swahili, jamais. Mais par contre, tu as des humoristes, tu as 100 millions de personnes qui parlent Swahili, et ils ont envie de dire des choses avec humour. Moi, j'ai envie d'écouter une star de cette région me parler de sa problématique avec humour. J'ai envie de l'entendre, j'ai envie de comprendre ce qu'il dit et j'ai envie de partager son expérience avec lui. Puis ça, je crois que c'est la grande tendance du futur. Bon, c'est bien, en fait, toute l'interview, c'était un prétexte pour savoir dans quelle direction aller. Investi dans des sociétés qui font de la traduction. Déjà, tu m'avais parlé du Bitcoin il y a longtemps, je t'ai pas écouté, tu vois, je suis déçu. Merci beaucoup, Grégoire, pour aujourd'hui. Et c'était chouette de contourner ce sujet qui est tant lié à toi et de voir que l'envie, elle meurt jamais, en fait, quoi. Tu vois, je pense que tu devais avoir à peu près le même engouement il y a 30 ans que celui que tu as eu là, en nous expliquant, là, en ce moment, je travaille là-dessus, on fait ça. C'est très chouette. Merci beaucoup. Le même engouement, la même passion. Ouais. Merci à toi, ça m'a fait plaisir d'être dans ton émission. Pour une fois, c'est moi qui t'ai invité. Ouais, c'est cool, c'est chouette. Bonne chance. À bientôt. À bientôt.